bienvenue. Je suis Nadine Pellen, sociologue. Donc Armelle Gintric, gériatre et puis, à l'origine du projet avec le professeur Jean-Yves Lorest, professeur de médecine générale. Maxine Goard, je suis attachée de recherche clinique. Mouna Mathieu, étudiante en médecine en observation aujourd'hui. On va peut-être commencer, puisqu'on est au complet. Mm. Alors, on vous remercie d'abord de vous intéresser donc à ce projet ICOP 29 et l'étude d'implémentation du programme ICOP de repérage de la fragilité chez les personnes de 70 ans et plus au sein des CPTS, justement, du pays de Brest, Océane, et du pays d'Iroise. Donc, c'est un projet de recherche en soins primaires interrégional. Oui. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la fragilité? Vous savez que le vieillissement, c'est la perte progressive des réserves fonctionnelles et donc des capacités d'adaptation au stress, en sachant que le stress, c'est toute situation qui nécessite de s'adapter. Et qu'au regard de cette définition, il y a 3 modalités de vieillissement. Celle qu'on souhaiterait évidemment connaître le plus longtemps possible, voire seulement même, qui est le vieillissement en bonne santé, qu'on appelle aussi optimal, robuste, sans incapacité ou active aging. À l'opposé, il y a le vieillissement qu'on souhaiterait ne pas connaître ou le plus tardivement possible, en tout cas, c'est le vieillissement avec incapacité et dépendance. Et puis entre les deux, il y a un moment clé qui est celui de l'apparition de la fragilité, qui est la vulnérabilité au stress, qui nécessite un diagnostic le plus précoce possible parce que lorsqu'on le diagnostique, il peut y avoir un retour en vieillissement en bonne santé. Et c'est pour ça, évidemment, qu'il est impératif de connaître ce que c'est que cette fragilité. Alors, il se trouve que c'est quelque chose d'important, ce vieillissement en santé, puisque l'ONU a décrété la décennie 2021-2030 comme la décennie pour un vieillissement justement en bonne santé. Alors, qu'est-ce que c'est? Le vieillissement en bonne santé, c'est un vieillissement avec des capacités fonctionnelles suffisantes pour continuer à faire ce qui est important pour chacun, puisque chacun sait ce qui est pour lui un vieillissement en bonne santé. Quoi qu'il en soit, c'est le maintien des 6 capacités intrinsèques indispensables pour conserver son autonomie, que sont la mobilité, la nutrition, la mémoire, la vue, l'audition et la santé psychique. Évidemment, ces 6 capacités intrinsèques évoluant dans un environnement adapté, une société inclusive pour les personnes vieillissantes. Donc ça passe par 2 aspects, ce vieillissement en bonne santé, la promotion de la santé tout au long de la vie, hein, donc c'est quelque chose qu'on essaie là aussi de promouvoir et c'est le plus tôt possible dans la vie parce qu'on commence son vieillissement du jour où on est conçu, hein. Et puis l'aspect qu'on va évoquer aujourd'hui, qui est le repérage précoce de la fragilité. C'est vraiment le sujet. Alors qu'est-ce que c'est que cette fragilité? Eh bien, c'est une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d'adaptation au stress et qui entraîne, en l'absence de diagnostic et de prise en charge, un risque à court terme de chute. Donc, quelqu'un qui a chuté est déjà dans une complication de la fragilité, un risque d'hospitalisation, un risque de perte d'autonomie, d'entrée en institution et de décès, rapport donc à un risque multiplié par 2 à 3 par rapport à une population robuste. Donc, les critères diagnostiques sur lesquels je vais revenir ont été établis par une gériatre américaine qui s'appelle Fried. La prévalence, c'est variable d'une étude à l'autre, mais c'est en moyenne 20% au-delà de 70-75 ans. Et il faut savoir qu'en 2013, la Haute Autorité de Santé avait déjà établi, à partir de ces critères, une grille de repérage destinée aux professionnels en soins primaires. Donc, grille de repérage que je vous donnerai tout à l'heure, en sachant que voilà les critères de Fried, hein, qui sont les mêmes depuis 2001. Les critères de Fried, c'est d'abord une perte de poids involontaire dans l'année. Il faut savoir que la perte de poids, c'est un élément absolument primordial pour parler de fragilité chez une personne à partir de 60 ans, et en tout cas dans notre étude à partir de 70 ans. Le deuxième critère, c'est la fatigue. Une personne qui commence à dire qu'elle est fatiguée, ça doit être vraiment quelque chose qui doit alerter. Et la question
poser pour savoir si la personne ressent la fatigue, c'est la semaine passée, combien de fois avez-vous eu l'impression que tout ce que vous faisiez était difficile ou que vous n'en pouviez plus? Donc, au moins 3 jours par semaine, c'est un critère de fragilité. La faiblesse musculaire, qui est une diminution de la force de préhension du poignet, mais évidemment, pour la mesurer, il faut avoir un outil qu'on n'a pas toujours, donc on verra tout à l'heure comment on peut le repérer autrement. La lenteur de marche, alors ça, c'est un élément absolument majeur, parce que parmi tous ces critères, la lenteur de marche, c'est celui qui est prédictif de tous les événements indésirables, à savoir la chute, à savoir l'hospitalisation, à savoir l'entrée en institution ou le décès, et puis enfin la faible activité physique. Et on considère que quelqu'un est fragile à partir du moment où il répond à 3 de ces critères et préfragile lorsqu'il correspond à 1 ou 2 critères. Autrement dit, il faut retenir que la non-fragilité, c'est-à-dire la robustesse, c'est de n'avoir aucun de ces critères. Voilà. Donc ça, ce sont les critères de Fried et ils ont été déclinés de manière un peu plus simple par la grille de la Haute Autorité de Santé en 2013, je dis bien 2013. La première question est: votre patient vit-il seul? La deuxième: le patient a-t-il perdu du poids au cours des 3 derniers mois? Est-ce qu'il se sent plus fatigué depuis ces 3 derniers mois? Est-ce qu'il se plaint de la mémoire? Ou est-ce qu'il a une vitesse de marche ralentie, donc de plus de 1 mètre par seconde, ce qui est le critère encore actuel. Et si la réponse est oui à une de ces questions, eh bien, est-ce que pour le professionnel de santé, ça correspond à de la fragilité, en sachant qu'il faut aussi adapter? C'est-à-dire qu'une personne vit seule, ça peut être un critère de fragilité si c'est Oui. vécu de manière douloureuse, comme de l'isolement ou de la solitude, comme ça peut être absolument pas un critère de fragilité si la personne vit seule, mais ne se sent absolument pas isolée. Voilà. Et à partir du moment où donc il y a un critère de fragilité, eh bien, il était recommandé que la personne puisse, si elle acceptait bien évidemment, bénéficier d'une évaluation gériatrique complète par quelqu'un formé à l'évaluation gériatrique, que ce soit une UPA, que ce soit un gériatre ou que ce soit un médecin généraliste formé. Et donc, bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2013 et nous sommes en 2023, donc 10 ans, ceci n'a jamais été fait par les professionnels de santé. Alors même qu'on ne peut pas dire que ce soit quand même très chronophage. Et donc, eh bien, l'idée a été peut-être de proposer un outil qui soit plus facile à utiliser, qui n'est pas un outil papier, mais qui est une application téléchargeable donc sur smartphone par tous les professionnels de santé formés, voire même des professionnels qui ne soient pas du sanitaire mais du médico-social. C'est pour ça qu'on va faire au mois de juin une formation donc à des personnes qui travaillent à l'ADMR, qui pourraient l'utiliser non pas pour les personnes c'est pour ça la définition de la fragilité est quelquefois complexe à comprendre parce que ce mot est utilisé dans beaucoup d'acceptions. Or, une personne qui est déjà aidée par l'ADMR, elle est à l'évidence déjà fragile et au-delà. Mais ça Oui. pourrait être un outil utilisé, par exemple, pour les aidants, hein, les aidants de la personne elle-même aidée, qui, elles, ne sont pas encore en situation de fragilité ou peuvent l'être, mais doivent être repérées. Donc finalement, c'est reprendre ces critères toujours de Fried, non plus sur un papier, mais sur une application. En sachant que là, on s'intéresse, nous, à l'étape 1, étape 1 plus exactement, qui est le dépistage d'un déclin d'une ou plusieurs de ces 6 capacités intrinsèques par un outil, cette fois-là, une application. En sachant que évidemment, il faut cette étape 1 pour qu'ensuite, si la personne est repérée fragile, soit par un professionnel de santé, soit par un professionnel du médico-social, soit même elle-même, puisque une fois de plus, l'outil ICOP peut être utilisé en auto-évaluation, d'en référer au médecin traitant de manière à ce qu'il puisse y avoir l'étape 2, qui est une évaluation approfondie globale par une évaluation gériatrique standardisée, évaluation approfondie qui peut évidemment, en fonction de ce qu'on a repéré, aboutir à un plan de soins personnalisé, ensuite suivi. Donc là, on n'en est qu'à l'étape 1,
qui est juste finalement ce qui était proposé en 2013, non plus sur papier, mais sur une application, en partant du principe qu'on est dans une société connectée et que c'est un outil qui peut être plus facilement utilisable. En gros, c'est ça. Hein. Et donc, effectivement, le dépistage reprend l'existence de troubles cognitifs par l'apprentissage de 3 mots, l'orientation temporo-spatiale, le rappel des 3 mots, le repérage d'une limitation de la mobilité par un lever de chaise, se lever 5 fois d'une chaise sans l'aide des bras, et il faut que ce soit fait en moins de 14 secondes. Et ça, finalement, c'est l'équivalent de la force de préhension du poignet, hein, qui est quand même plus facile à faire en soins primaires. Ensuite, c'est la malnutrition, donc une perte de poids, avec la question, avez-vous perdu au moins 3 kilos au cours des 3 derniers mois, ou bien avez-vous eu une perte de l'appétit, en sachant que là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais c'est que la pesée toute bête, on voit que c'est ce qui est le moins fait, que ce soit à domicile, que ce soit même à l'hôpital, on est toujours obligé de revenir là-dessus, ou par les personnes elles-mêmes. Parce que les personnes jeunes se pèsent volontiers pour ne pas prendre de poids, ou être alertées dès qu'il y a la moindre prise de poids. Quand on vieillit, c'est quelque chose qu'on ne fait plus pour savoir si on en a perdu, parce que ça paraît pas essentiel, alors qu'en réalité, ça l'est. Puisqu'in fine, l'élément central de la fragilité, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire une baisse de la masse et de la puissance musculaire. Et bien évidemment, la puissance musculaire et la masse musculaire, c'est marqué par le poids et puis la diminution justement de la capacité à se lever 5 fois de rang en moins de 15 secondes. Le 4e critère, ce sont les troubles visuels. Donc, avez-vous des difficultés pour voir de loin ou de près? Avez-vous une pathologie oculaire connue? Êtes-vous actuellement traité pour diabète ou hypertension artérielle? Simplement parce qu'il faut savoir que le diabète ou l'hypertension, ça retentit sur l'œil. 5e critère, c'est donc les troubles auditifs avec un test de chuchotement, hein, c'est-à-dire que il faut, là, la méthode est donnée un petit peu plus loin dans l'application, mais il faut pouvoir entendre des mots chuchotés, juste en se plaçant derrière la personne. Et le dernier point, c'est y a-t-il des symptômes de dépression? Au cours des 2 dernières semaines, vous êtes-vous senti déprimé ou sans espoir? Avez-vous trouvé peu d'intérêt ou de plaisir de faire les choses? Donc, ce sont les 6 éléments qui sont finalement des critères de fragilité et repris par ICOP. Donc, voilà. Donc, notre étude, c'est une étude observationnelle de faisabilité de ce dépistage précoce chez les personnes de 70 ans et plus parfaitement autonomes, puisqu'une fois de plus, ce sont des personnes qui ont l'air parfaitement robustes et chez qui on pourrait, en faisant ce dépistage systématique, repérer les premiers critères, mais vraiment très ténus de fragilité, qui amèneraient à pouvoir les prendre en soin de manière à les ramener en vieillissement robuste. Donc, ce n'est pas du tout, une fois de plus, de dépistage dans notre projet à faire chez des personnes qui sont déjà en institution ou qui sont déjà aidées. Puisque si elles sont déjà aidées, c'est qu'elles sont déjà peu ou prou en perte d'autonomie. Et donc, l'objectif est de voir si c'est faisable ou non par les professionnels de santé ou les professionnels de l'aide, mais intervenant auprès des aidants des personnes aidées, hein, vous voyez ce que je veux dire, par les professionnels des 2 CPTS. Et c'est pour ça qu'on vous a proposé cette formation. Donc, Brest-Océane, Brest-Iroise, hein, vous savez quelle est l'organisation des CPTS auxquels vous appartenez. Donc, les critères d'inclusion dans l'étude, c'est tout professionnel de santé adhérent à l'une des 2 CPTS. Les critères d'exclusion, évidemment, c'est le refus de participer par le professionnel de santé. Et le critère principal pour nous est évidemment, à partir du moment où les professionnels ont été formés, le nombre de personnes qui ont été dépistées à l'aide de l'outil ICOP. Parce qu'à partir du moment où vous êtes formé à l'outil, et Maxine va vous présenter l'outil, l'objectif, c'est de voir ensuite combien de personnes vous aurez évidemment évalué. Pas forcément repéré fragile, mais au moins combien de personnes vous aurez évalué par l'outil ICOP.
Et l'objectif secondaire, c'est de voir parmi ces personnes que vous aurez testées, parce qu'elles sont d'accord et qu'elles ont plus de 70 ans, combien de personnes auront été repérées fragiles et nécessitant ensuite de passer à l'étape 2. Et puis le deuxième objectif secondaire, et c'est Nadine qui y travaille, c'est le ressenti de l'utilisation de HiCOP par les professionnels de santé par des entretiens semi-structurés en focus group réalisés par Nadine, qui D'accord. participe déjà aux formations d'ailleurs à HiCOP pour déjà essayer de voir un petit peu comment est ressentie la proposition de participer, ce qui est déjà une première étape. Donc voilà. Et le déroulement de l'étude, c'est donc campagne de communication qui a déjà été faite, puisqu'on en est maintenant à la formation à l'outil HiCOP. Alors, je m'appelle Jean-Yves Lerès, je suis un des concepteurs de l'étude avec Armel Gintric. Moi, je suis professeur de médecine générale et je suis directeur du laboratoire qui abrite ce projet de recherche, qui est le SCURBO, qui est un laboratoire qui dépend de l'Université de Bretagne occidentale. Ok, donc l'étude qu'on fait ICOP, c'est le nom d'un programme qui a été fait par l'OMS, en fait. Et l'outil ICOP qu'on utilise en France, qui est un outil de repérage de la fragilité, donc c'est des gens qui ne sont pas encore dépendants. Le but, c'est ça, c'est de repérer des gens qui ne sont pas encore dépendants. Est un outil informatique qui a repris les données du programme ICOP de l'OMS et qui utilise que des outils qui ont été aussi bien validés que possible pour faire ce dépistage et qui sont plutôt sous-tendus par le modèle de Fried, c'est-à-dire un modèle assez simplifié qui, à partir de mesures supposées être pas trop compliquées, permet de repérer des gens qui sont fragiles ou très-fragiles. Le but de l'étude chez nous, c'est d'implémenter le programme auprès de 2 CPTS pour voir si les professionnels de ces CPTS s'en emparent. Et on cherche à repérer la fragilité chez des personnes qui ont au moins 70 ans, mais qui ne sont pas encore fragiles. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que on sait que c'est cet état de fragilité qui permet de tomber dans les pertes d'autonomie et qui interdisent à nos patients d'avoir un vieillissement en bonne santé. Et c'est pour ça que, vu que la population mondiale est plutôt en train de vieillir, et particulièrement dans nos pays, on pense que c'est intéressant, et l'OMS pense que c'est intéressant de permettre aux professionnels de santé de dépister que ça commence à ne pas très bien marcher et d'essayer ensuite de proposer des plans d'action. Ce qui n'est pas l'objectif du programme de recherche là. L'objectif du programme de recherche, c'est de voir si les professionnels peuvent s'emparer de l'outil ou si l'outil n'est pas adapté à leur vie pratique de professionnels. Et on prend des CPTS pour avoir un petit peu tout le monde, aussi bien des médecins comme vous et moi, que des infirmières, que des aides ménagers, que des pharmaciens, enfin, tout professionnel qui travaille autour de la personne pouvait y aller. Et s'il y a une assistante sociale dans votre CPTS, c'est permis également. Et vous avez tout à fait le droit de disséminer ça auprès de qui vous voulez. Ce n'est pas forcément privatif pour vous. C'est-à-dire que si l'outil vous plaît et que vous sentez que ça fonctionne, vous avez tout à fait le droit d'aller le disséminer partout. L'objectif de tout ça, c'est d'essayer de voir si on pourrait implémenter ça à un niveau plus important au national. Et c'est chapeauté par un organisme qui est le Gérontopole Sud-Ouest, qui a le site et qui a toutes les autorisations légales pour stocker les données. Donc, n'ayez pas d'inquiétude sur le côté légal de l'affaire. La CNIL est au courant, c'est passé au comité de protection des personnes. Toutes ces choses-là sont proprement faites et ils ont déjà, dans le Sud-Ouest, intégré près de 23 000 personnes dans le suivi
proposés par ICOP. Au niveau des objectifs de l'étude, ça vous paraît clair? Oui. OK. Alors, tu peux passer à la diapo suivante. On va partir après ce préambule sur comment on utilise le produit. Donc, ICOP, il est fait autour de 6 capacités qui sont reprises sur les petits schémas là, qui sont au milieu des cercles. La mobilité, la nutrition, la mémoire, la vue, l'audition et la santé psychique. On va pouvoir aller à la suite, Nadine. Pour utiliser ces supposés d'une simplicité enfantine, vous flashez les QR codes avec votre tablette, votre iPhone, votre Samsung, voire même un ordinateur équipé d'une caméra, et vous allez télécharger sur votre machine l'outil qui s'appelle ICOP Monitor. À partir de là, une fois que vous avez pu le télécharger, vous allez créer un compte. Et vous avez aussi le droit de dire à vos patients de s'enregistrer s'ils veulent, mais en tant que participants. Et donc, tous les champs qui sont marqués avec une astérix sont obligatoires. Et tout ça est crypté, protégé, et personne ne l'utilisera pour vous embêter avec des connexions de gens qui vous appellent de n'importe où pour prendre n'importe quoi. Hein, ça, c'est totalement protégé par le gérontopole et Sud-Ouest, et vous n'aurez absolument aucune publicité liée à votre enregistrement sur ça. Une fois que vous avez validé votre fiche, vous allez pouvoir créer un premier participant, en fait. D'accord. Hein. Alors, on peut le faire à blanc, et puis après, si on a le temps et que vous voulez le faire avec vous, on le fera avec vous. Donc, quand vous avez créé, tu peux passer à la diapo suivante, quand vous avez créé donc, votre fiche, vous pouvez créer un nouveau patient, et comme là, vous avez un compte, vous allez simplement mettre vos identifiants de connexion qui, en général, vont être gardés dans votre machine, d'ailleurs. Oui. Hein, et là, vous ferez la première fois une première évaluation. On peut passer à la diapo suivante. Vous devez valider que vous avez le consentement de la personne, c'est-à-dire que vous lui avez expliqué qu'on lui faisait un dépistage de la fragilité, et que son médecin traitant serait au courant. Ce qui, dans votre cas, va être relativement peu intéressant, puisque vous êtes le médecin traitant en général. Si vous avez des collègues infirmiers ou autres qui travaillent avec vous et qui se mettent à utiliser ICOP avec vos patients, vous serez au courant. D'accord. D'accord? On renseigne les données sociodémographiques du patient une fois qu'on a validé qu'il était bien d'accord pour qu'on y aille. Et les choses qui sont obligatoires sont celles avec un astérix. Et il faut bien sûr rentrer le nom et le prénom du médecin traitant et la ville d'exercice pour qu'il puisse être mis au courant. Vous pouvez ne pas le faire si le patient ne veut pas, mais il faut essayer de le convaincre de le faire parce que si on dépiste la fragilité pour que le médecin traitant ne soit pas au courant, ça reste un exercice assez virtuel puisqu'il n'y aura aucune action d'entreprise pour essayer de faire mieux. C'est à la suivante. Et l'évaluation se fait en 8 minutes. Moi, j'ai testé, je vais un peu plus vite que ça. Et plus on en fait, plus ça va vite. Donc, je peux passer à la diapo suivante, Nadine. Et quand on commence, on va aller sur, vas-y, diapo suivante encore, sur tous ces écrans-là. Vous voyez, c'est en plus petit. Mais chacun fait la taille d'un écran normal et les questions sont des questions qui ne sont pas très compliquées. Vous voyez, vous avez une évaluation de la cognition qui reprend quelques items du MMS sans les reprendre tous, hein, mais qui vous permet de savoir si les gens ont des capacités à répéter 3 mots et puis à se rappeler quel jour on est et quelle année. En nutrition, vous allez avoir son poids et puis vous allez chercher s'ils ont perdu du poids ou s'ils ont perdu l'appétit et puis comment ils décrivent leur appétit. Vous allez
leur redemander de répéter les mots pour faire un test. Donc, ce n'est pas les 5 mots du bois, c'est les 3 mots, mais ça marche de façon aussi efficace que les 5 mots du bois. Vous leur demandez comment est leur vue. Vous leur chuchotez des mots pour l'audition et vous voyez si ça fonctionne. Et puis vous leur demandez s'ils ont l'impression que ça baisse. Vous avez les items psychologiques qui sont est-ce que vous êtes déprimé et puis est-ce que vous avez peu d'intérêt. Donc si vous vous rappelez de ce vieux test, c'est le PHQ-2 qui est un test de dépistage de la dépression qui a des sensibilités, des spécificités à peu près équivalentes aux psychiatres et aux médecins généralistes, sans test. Et puis, vous allez évaluer leur mobilité en leur demandant de se lever d'une chaise 5 fois et en chronométrant ça. Et puis, ensuite, quand vous avez fait tout ça, eh ben, on peut passer à la diapo suivante. Vous allez avoir les résultats qui vont arriver et les conseils qui sont donnés aux gens. Et pour chaque item qui ne fonctionne pas, vous allez avoir les conseils minimaux qui sont les conseils qui sont, on peut passer à la page suivante, qui sont les conseils validés par les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est des choses vraiment simples. Et si vous demandez à vos soignants de vous en occuper, ils se retrouvent avec des conseils. C'est des conseils qui sont très faisables. Vous voyez, en vision, c'est pas compliqué. C'est augmenter l'intensité de l'éclairage et puis aller faire un suivi annuel chez un spécialiste pour les yeux. Porter ses lunettes et les nettoyer. Enfin, c'est des choses d'une grande simplicité, mais ça permet d'améliorer un peu la fragilité. Et après, on leur conseille évidemment d'en parler à leur médecin traitant à la prochaine visite qu'ils feront pour voir comment ils s'organisent pour faire. Voilà. Alors, vous, ça peut poser la difficulté de vous retrouver à devoir faire une seconde consultation derrière. Que si vous faites ça au cours d'une consultation, vous allez vous retrouver à devoir gérer plus évidemment que les conseils de base. Donc peut-être qu'il faut prévoir un truc en tant que médecin pour dire une fois qu'on a fait ça, on va se revoir pour en parler. De façon à ne pas vous coller des consultations de 1 heure à chaque fois que vous faites, parce que même si l'outil est assez simple et facile, le problème c'est ce qu'on en fait après en tant que médecin. Et donc, moi, ce que je fais quand je propose ça, alors c'est ce que je fais moi, donc ça se discute, hein, ça va avec mon caractère à moi. Je leur dis, je vais vous donner les conseils de base s'il y a un truc, mais après, on va se revoir pour travailler réellement la semaine prochaine ou celle d'après quand vous pourrez, pour travailler réellement ce qu'on pourrait faire de plus précis. Et je leur dis pas que je vais répondre à toutes les questions le même jour, hein, parce que sinon, je vais rapidement faire 0. Parce que dans mes journées, intégrer des consultations de 1 heure, ça va pas être possible. Hein, donc faut bien pour vous, médecins, travailler en amont quand vous les lancez dans ça, de bien leur dire, oula, attention, on fait ça, mais on en sortira quelque chose. Il faudra peut-être 1 ou 2 consultations après en plus. Et je dis tout le temps 1 à 2, parce que quand c'est positif dans tous les sens, c'est parfois plutôt 3 à 4. Quoi. On ouvre des portes, et vous savez comment c'est en médecine générale, quand on ouvre des portes, après, il faut les refermer. Quoi. Et une fois que vous avez fait tout ça, ben, vous pouvez vous lancer dans l'utilisation de ICOP.